qui fut diplomate espagnol, qui est toujours diplomate espagnol, qui fut ministre, qui fut délégué de l'Europe pour les questions du Moyen-Orient, 7 ans à Chypre, 7 ans au gouvernement Zapatero. Donc, un homme de premier plan dans la diplomatie européenne et quelqu'un de très simple et de très abordable, que je remercie ici d'avoir accepté de venir vous dire quelques mots. Je dois dire aussi que je tiens à remercier le MEDEF Dordogne de nous avoir aidés à organiser cette rencontre. Voilà. Merci. Bonsoir, buenas tardes. Tout d'abord, permettez-moi d'exprimer mes remerciements au MEDEF Dordogne. Finalement, c'est grâce à eux que j'étais invité à prendre la parole et m'adresser à la société périgourdine. Et évidemment, je ne peux pas commencer ma conférence ou mes échanges de réflexion sans remercier à notre cher ami José Santos Dussert qui finalement a considéré utile de promouvoir chaque année une semaine, une rencontre espagnole en Dordogne. Je crois que je suis vraiment heureux et honoré par la chance de retourner à Périgueux, dans cette salle du théâtre de Périgueux. Je salue Omer, un camarade socialiste comme moi, il y a encore des socialistes dans l'espace politique européen, et pour signaler que pour moi, que je suis un habitué au Périgord, en Dordogne, pour des raisons familiales, c'est un privilège de m'adresser d'une façon un peu plus formelle pour réfléchir ensemble sur l'avenir du Sud-Ouest et des relations entre le Sud-Est et l'Espagne dans le nouveau contexte international, dans le nouveau contexte européen, pour établir une feuille de route, une action, un plan pour relancer, au point de vue politique, économique, social, tout le potentiel qu'ensemble, l'Espagne, le Sud-Ouest peuvent construire dans l'avenir. Vous direz que prononcer une conférence ou une réflexion économique dans un cadre culturel peut-être n'a pas tout son sens. Mais moi je crois que c'est le contraire. Si on ne comprend pas le contexte politique économique, c'est difficile de enraciner davantage avec les atouts, les éléments favorables de l'activité culturelle, littéraire, point de vue de film, que cette semaine de l'Espagne en Dordogne peut apporter. C'est pour cela que pour revenir au culturel et poursuivre la vision des films, les débats des romans et les échanges linguistiques, je crois que aborder cette semaine avec une vision de où sommes-nous, les gens du Sud-Ouest, les représentants de l'Espagne, ce tournant important de l'histoire. Parce que ce qui est clair, et ce que j'aimerais que vous tous vous pouvez l'introduire dans votre intérieur le plus profond, c'est le moment de mutation, de tournant dans l'histoire que nous, comme citoyens du monde, comme citoyens du Sud-Ouest, comme citoyens européens, on doit comprendre. Nous sommes pas à la fin du XXe siècle, nous sommes à un tournant de l'histoire. Et je suis très ravi, très content de voir que les représentants de la jeunesse, de cette jeunesse qui existe, ce n'est pas le futur, c'est déjà le présent, d'ailleurs ils sont ici présents, veulent comprendre qu'on doit parler du passé, on doit parler de l'histoire, mais on doit parler surtout des capacités et de la nécessité de nous adapter aux nouveaux enjeux et défis qui se présentent dans nos jours. C'est pour cela que quand on m'a proposé ce sujet à débattre, je considère que c'était utile,
Et je vais essayer de répondre à 3 grands axes que cette réflexion peut nous aider à mieux comprendre les capacités et la façon où ensemble on peut établir un nouveau plan d'action pour redonner du dynamisme, de l'optimisme, de l'illusion, d'un certain degré d'utopie dans notre aventure des prochaines décennies. Ce qui est un constat, et personne ne peut nier, c'est qu'entre le sud-ouest et l'Espagne, il y a une histoire. Une histoire qu'on a vécue ensemble, avec des lumières et des ombres, avec des moments plus glorieux et plus tristes, avec des situations importantes et fondamentales pour l'existence de 2 peuples, de 2 citoyens, de deux côtés des Pyrénées. Des personnalités du sud-ouest sont allées en Espagne, des personnalités espagnoles sont venues au sud-ouest. Il me disait José Santos, Jérôme de Périgueux, il a été évêque de Zamora. C'était un moine, un abbé du Périgord au IIe siècle, que le grand peintre espagnol Goya est venu se réfugier à Bordeaux. Il a pu comprendre la nécessité de repos, de réflexion dans ce libéralisme doctrinaire de la France qui animait la pensée libérale espagnole. Il y a eu un va-et-vient du côté des Pyrénées et qui a enrichi, selon les étapes, la vie et l'histoire de chacun de notre nation. Mais cela, de toute façon, reste encore pas tellement bien connu. C'est là le devoir et la responsabilité des historiens, des chercheurs, et j'imagine que dans le futur, on aura plus de connaissances, plus de données pour faire l'histoire plus dense de notre rapport, de nos rapports entre les responsables des zones du sud-ouest et l'Espagne. Mais malheureusement, l'imaginaire collectif, aujourd'hui, sur notre histoire, nous ramène, quand nous sommes en sud-ouest, à des moments forts, à des moments durs, à des moments de crise. On a vécu, et c'est un peu grâce à que je sois aujourd'hui ici, le drame, la tragédie de la guerre civile d'Espagne. Hier, on assistait à une très belle exposition au lycée Langaté où un dessinateur bordelais nous faisait revivre les moments dramatiques de la guerre civile espagnole. Et quand on parle au sud-ouest de l'Espagne, les images de l'arrivée de ces jeunes Espagnols républicains assistés dans des camps de réfugiés se révèlent à nouveau. Et je tiens ici à saluer, parce que je sais que parmi beaucoup de gens qui sont dans cette salle sont les représentants de ces républicains. Des républicains qui ont quitté l'Espagne pour des raisons qu'ils n'avaient pas choisies, pour des raisons de l'histoire, de la compréhension de l'injustice. Et il faut faire un éloge à toute cette contribution, à la contribution des républicains espagnols qui se sont installés en Dordogne, au sud-ouest, et qui ont été le maillon, le point de rencontre, le point de trait d'union entre l'Espagne et la France. Quelquefois abandonnés, quelquefois ignorés, mais qui ont été toujours là pour maintenir une flamme de l'intérêt de l'Espagne dans cette partie du sud de la France. Je tiens à saluer les Français qui ont travaillé avec nous tous et que nous ont permis de comprendre mieux cette partie de l'histoire conjointe que ça a été la guerre civile et l'arrivée des républicains espagnols en France. Mais cette idée forte qui reste très soudée dans la psychologie collective du sud-ouest, si on le passe de l'autre côté de la frontière en Espagne, quand on parle du sud-ouest, malheureusement ou heureusement, on parle de menaces des États, des terroristes basques. Quand on voit le sud-ouest en Espagne, dans la télévision espagnole ou dans les journaux espagnols, c'est parce qu'un membre de l'organisation terroriste basque a été arrêté dans le sud-ouest. Et quand le sud-ouest parle de l'Espagne, le journal sud-ouest, il parle de l'activité des Basques en sud-ouest. Et cette image
de crise, de demande, de révolte, de problèmes reste toujours ancré dans la psychologie collective de nos deux pays, de nos deux partis. Par contre, le commerce, c'est là déjà que je devais parler, les opportunités économiques ont été les oubliés de l'histoire. Le commerce, les relations économiques, les relations sociales, les relations commerciales n'ont été jusqu'à les dernières décennies très importantes entre le sud-ouest et l'Espagne. Même si on est proche, on n'est pas tellement loin, on n'est pas à une grande distance, mais le sud-ouest a regardé avec tout le respect plutôt vers le nord. En France, on aime toujours regarder vers Paris. Il y a un système avec des avantages, des inconvénients, peut-être le contraire en Espagne, où les autonomies et la décentralisation apaisée pour retrouver un peu plus grand dynamisme. Mais en France encore, même avec les efforts qui se font actuellement de décentralisation, mais normal, le sud-ouest regarde vers Paris. Il ne regardait pas vers le sud. C'est vrai que le sud avait, comme vous savez tous, on ne doit pas être, sauf étudiant de géographie dans l'école, il y a les Pyrénées. Ah, mes amis, les Pyrénées. Ces maldits, maudits Pyrénées qui divisaient l'Espagne de la France. Et c'est là mon deuxième point. On a une histoire, mais on a un contexte géopolitique similaire. Le sud-ouest, la France, le sud-ouest et l'Espagne, on partage un même espace géopolitique. Le sud-ouest, vous êtes sud, et vous êtes frontière. Vous appartenez à la frontière sud de la France. Et l'Espagne, c'est le sud de l'Europe, et c'est la frontière entre l'Europe et l'Afrique. C'est-à-dire qu'on a deux éléments similaires, un parallélisme qui nous fait être semblables dans notre contexte géopolitique. On est sud, et vous êtes sud, parce que vous avez évidemment les Pyrénées. Et combien de fois les Espagnols, on a rejeté cette image au ce dit-on que disait l'Afrique commence dans les Pyrénées. C'était dans le cours d'histoire, dans le cours d'enseignement du système éducatif français. L'Afrique commence dans les Pyrénées. Bon, moi je suis fier d'être proche de l'Afrique, mais je ne suis pas africain, je suis européen, je fais partie de notre ensemble. Mais dans l'imaginaire, les Pyrénées ont bloqué, et c'est normal, c'est des grandes montagnes, mais qui peuvent être aussi le point de rencontre. Les frontières, mes chers amis, c'est un point de division si on veut, ou ça peut être un point de contact, de rencontre, d'union. Si on veut que la frontière divise, elle divise. On établit des murs. Mais si on veut que la frontière s'ouvre, et on peut le faire dans le monde actuel, la frontière, c'est le point de liaison, d'échange, de connaissance, de dialogue, de rencontre. Et c'est ça qu'aujourd'hui, on doit se poser comme défi, voir que les Pyrénées n'existent pas, sauf pour un endroit merveilleux de passer des journées splendides, de faire du ski, de sport, du loisir, de la marche, de tous les grands sports, mais en même temps de retrouver la nature de deux côtés des Pyrénées et pouvoir ouvrir la partie centrale des Pyrénées à la rencontre de nouvelles opportunités entre l'Espagne, le sud-ouest et la France. C'est ce constat de nécessité de travailler ensemble qui a mené les hommes d'État, les responsables politiques, les dernières années, à faire un effort pour redynamiser les relations entre le sud-ouest et l'Espagne. C'est vrai qu'aujourd'hui, on doit constater que quand même l'Espagne constitue 18% des exportations du sud-ouest dans le monde, de l'Espagne au sud-ouest, que l'Espagne était le premier client du sud-ouest, sauf qu'à cause de la crise, on a été dépassé par les États-Unis qui ont acheté plus d'avions. Mais si on va dans les détails, les chiffres, les produits, les échanges,
on constate que, malheureusement, les chiffres économiques et les échanges économiques et commerciaux du Sud-Ouest avec l'Espagne, avec le monde, se limitent à 5 produits. 5 produits. Imaginez-vous la diversification économique, commerciale, technologique qui existe aujourd'hui, et que finalement, si on élimine le vin de Bordeaux et les Airbus, pratiquement l'économie et le commerce du Sud-Ouest n'existent pas. Vous croyez que c'est normal? Moi je crois que ce n'est pas normal. C'est évident qu'on va tous défendre le vin de Bordeaux, même si quand j'étais ministre, on m'a fait toute une campagne anti-ministre, parce que j'ai eu le malheur de dire que je connaissais le Bordeaux. Je n'ai pas dit que j'aimais plus le Bordeaux que le Rioja, mais c'est ça qui a été compris. J'aime beaucoup le vin de Rioja, j'aime beaucoup le vin de Bordeaux, et je veux défendre les vins espagnols et français, parce que ce sont les meilleurs vins dans cet entour européen. Mais on ne peut pas limiter la capacité de création et développement économique et social à 2 ou 3 pays. On doit être produit. Et c'est dans cet esprit que je crois qu'il faut aborder les nouvelles étapes de notre construction conjointe avec un nouveau plan pour pouvoir dynamiser toute l'activité politique, culturelle, économique et sociale, technologique pour l'avenir. Pour cela, mes chers amis, il faut partir de bases saines, d'une situation politique bien établie. Et pour cela, il faut parler de l'Europe, parce qu'on pourra faire tout l'effort entre Espagne, la France, le Sud-Ouest et l'Espagne, mais si on n'a pas une enceinte européenne, une Union européenne bien établie, bien conçue, difficilement on pourra faire bouger, avancer nos efforts en matière de développement économique et technologique, et routier ou de transport. C'est pour cela que vous allez me permettre de faire une petite digression sur la situation européenne, qui va nous permettre de, après, réfléchir comment les régions, dans ce cas le Sud-Ouest, comment des pays, la France et l'Espagne, doivent s'inscrire dans cette nouvelle dynamique européenne. Et l'Europe, qui est une aventure extraordinaire, l'expérience européenne de paix, après 2 guerres mondiales dévastatrices. On a eu 60 ans de paix, de tranquillité, de sécurité, d'espoir, d'illusion, de construction, passe par un moment de profonde crise. Pas parce que les citoyens européens ne sont pas plus capables, pas parce que la société européenne ne soit pas mieux préparée, parce qu'on a perdu les sentiments essentiels de la construction européenne. Si vous faites un rappel historique bref, rapide, sur qui étaient les inspirateurs de cette Union européenne, les pères fondateurs de l'Union européenne, Schuman, Monnet, et Adenauer, de Gasperi, ils ont commencé à bâtir l'Union européenne, la communauté du charbon et de l'acier, quand on signait devant la salle de l'horloge au Quai d'Orsay de Paris, dans cette photo historique de M. Monnet, ministre des Affaires étrangères de la France, il y avait une vision politique. Il y avait la sortie de la guerre. Il fallait mettre ensemble les secteurs compétitifs entre la France et l'Allemagne. Il y avait une méthode de travail, mais il y avait surtout un projet politique. C'était le projet politique qui faisait signer cet accord. S'il n'y avait pas de volonté politique, on n'aurait pas signé l'accord. Mais après, il y avait un plan économique. Ils ont dit on ne peut pas unir les États, on ne peut pas faire un État fédéral européen, c'est trop tôt. Allons pas à pas, avec des avancées, des progrès économiques. Et l'économique avait sa place. Il y avait évidemment la tarif extérieure commune. Il y avait le marché unique. Il y avait des politiques communes agricoles, des politiques communes énergétiques, des politiques communes des secteurs économiques. Mais il n'y avait pas la tour d'argent financière.
Et maintenant, il n'y a pas de vision politique, il n'y a pas de projet politique, il y a une grande tour d'argent qui se développe en phase de chefs d'État et de gouvernement, de ministres de l'ECOFIN, des ministres économiques, et que tous, ils adorent. Si la tour tombe, l'Europe tombe. Mais c'est le contraire, mes chers amis. Il faut avoir une tour politique, un projet politique. Il faut avoir les idées de où veut aller l'Union européenne, plus d'intégration, plus de responsabilités partagées. Et la banque et le système financier seraient un instrument. On va à la banque parce qu'on a besoin d'un système pour faciliter les échanges commerciaux. Mais moi, je ne vais pas à la banque pour sauver la banque. On va à la banque pour que les entrepreneurs, les responsables de ce MEDEF de Dordogne puissent avoir des activités économiques. Mais où? Maintenant, on pense aux chefs d'entreprise. Mais où? On pense maintenant aux citoyens moyens. Mais où on pense quelles sont les prestations sociales qu'on a acquises pendant des décennies et que maintenant sont perdues? Tout cela, si on ne change pas maintenant, ça serait très difficile d'aboutir à des avancées sérieuses de la nouvelle étape que l'Europe doit mener pour faire face aux différents enjeux à niveau international. Si on arrive à changer les politiques et à changer les responsables politiques dans les institutions européennes, on est sorti de l'auberge, comme on dit en français. Mais si on ne sort pas de l'auberge, pas l'auberge espagnole, de l'auberge européenne, on sera dans une situation d'irrélevance dans le futur. Mais quand je suis convaincu que les jeunes périgourdins, espagnols, d'Andalousie ou de l'Allemagne sont prêts à avoir un rôle fondamental dans leur avenir, parce que c'est leur vie, sur leur futur, sur les aspirations, je suis convaincu que la société européenne va se réveiller et va exiger et va demander des résultats différents à ceux que, malheureusement, les 4, 5, 6 ans derniers nous ont proposés. Et c'est dans cette nouvelle dynamique que le Sud-Ouest et l'Espagne doivent se placer. La première assumption que je dis à mes amis français, c'est normal, c'est historique, c'est évident que la France doit avoir un partenariat, une relation privilégiée avec l'Allemagne. Personne ne peut mettre en question cet axiome. Mais c'est suffisant pour la France? C'est suffisant pour l'Espagne? Pardon, pour l'Europe? Moi, je crois que non. Moi, je crois que si j'étais, je ne suis pas évidemment président de la République française ou ministre des Affaires étrangères de la République française, je dirais, oui, l'axe allemand est fondamental. On a notre relation privilégiée et on se voit tous les week-ends avec notre chère Madame Merkel. Mais si la France veut avoir son leadership, il faut qu'il y ait des alliés qui soient capables d'accompagner les efforts et la vision de la France dans cette nouvelle Europe. Et ces alliés, c'est les alliés du Sud. Et la France doit regarder plus au Sud. S'il y aura seulement à l'Est ou au Nord, la France va être désorientée et va perdre le sens historique de leur place dans le monde. Et le Sud est prêt. Et le Sud doit être prêt à accompagner le leadership de la France dans cette nouvelle construction européenne. Et j'espère que les prochaines étapes, les prochains mois, les prochaines années, cette relation privilégiée entre la France et l'Espagne va encore se développer davantage. Les historiens peuvent nous rappeler la période du pacte de famille, la période historique. Bon, il faut faire un nouveau pacte de famille franco-espagnol. Pas parce que les Espagnols sont plus proches du Sud-Ouest, mais c'est parce que finalement, l'Espagne, la France, l'Italie peuvent emmener une vision différente à celle que
le diktat bismarckien de Mme Merkel peut vous imposer. C'est bien avoir une bonne position d'Allemagne, mais ce n'est pas la seule position. D'ailleurs, les résultats sont là pour la France et pour le reste de l'Europe. C'est dans cet esprit que le premier pas à faire, c'est cette union nouvelle entre la France et l'Espagne. Si on le fait, et le rôle du Sud-Ouest, les acteurs d'influence au Sud-Ouest doivent peser à Paris pour dire à Bercy, ou au Quai d'Orsay, ou à l'Élysée, ou à Matignon, messieurs, il faut travailler plus avec l'Espagne. On a besoin de l'Espagne, nous, citoyens français du Sud-Ouest. On a besoin de développer davantage d'initiatives conjointes avec nos partenaires du Sud. Et si c'est le cas, on pourra avancer d'une façon plus rapide. Quel sera le plan de travail pour avancer dans les échanges, dans le dynamisme économique et social entre le Sud-Ouest et l'Espagne? Il y a plusieurs secteurs. Le premier, c'est évident. Quand je disais que le commerce avait été l'oublié, le principal oublié de l'histoire de nos rapports, ce n'est pas parce que les gens du Sud-Ouest, ils ont une animosité contraire aux Espagnols, et ils regardaient au nord par une tendance. C'est parce que les Pyrénées, les moyens de communication freinaient les échanges normaux. Évidemment, pendant la guerre civile, il y avait la contrebande, le straperlo. Alors, pour passer d'une façon clandestine, les gens, les personnes, l'argent, tout là, oui, les Pyrénées étaient parfaits. Et c'est normal que pour percer ce mur d'isolation, de séparation que sont les Pyrénées, il faut faire un plan d'axes de routiers et d'axes ferroviaires qui permettent la connaissance et la rencontre entre les deux parties des Pyrénées. Si vous regardez les rapports entre l'Espagne et la France, maintenant c'est un tube. Bon, il y a de deux côtés, la Junquera, le côté catalan, et le Pays Basque, Veolia. Et tout le passage des touristes français, des camions français, des camions espagnols se font par les deux extrêmes. Et le centre, c'est-à-dire tout l'Aragon, le Béarn et tout les Pau, est abandonné. Bon. On a essayé les dernières années de relancer. Et je suis ravi que cette année, monsieur le consul, auquel je salue, le consul d'Espagne à Bordeaux, un bon ami, un collaborateur, un ami, un compagnon diplomatique, il a été témoin de la signature entre Aragon et la région de Bordeaux, de l'Aquitaine, pour établir ces lignes de ferroviaire entre Pau, Léron, Canfranc. Bon, il faut percer le tunnel est percé, mais il faut l'habiliter. C'est vrai qu'il y a les problèmes écologiques, il y a les problèmes de distribution de différentes indemnisations. Je sais que ça pose des difficultés, mais s'il y a une volonté politique, il faut faciliter ce rapport, ces relations. Et si on ouvre les Pyrénées centrales, on aura. C'est-à-dire, premier objectif, les axes, aussi bien de routes, ferroviaires, les autoroutes de la mer, entre le port de Bordeaux et le reste des ports du nord de l'Espagne, et l'aviation. Oui, l'aviation. Il y a maintenant un vol entre Barcelone et Lourdes, Vueling. Il y a des low cost qui marchent beaucoup. Il y a une nouvelle façon d'aborder les problèmes de communication. Et ça, si on a des moyens de transport, on va faciliter énormément les contacts et les échanges entre le Sud-Ouest et l'Espagne. Si on a ça, si on a des moyens de transport, de communication, le deuxième acte sera de voir quels sont les pôles nouveaux, innovants, de recherche qui peuvent aider à construire des intérêts économiques d'excellence. Bon, on a démontré que les gens du Sud-Ouest ne sont pas bêtes, ils ne sont pas incapables. Tout le contraire. Ils ont, à Toulouse, le plus grand centre de l'arrêt spatial, le grand fleuron de l'industrie européenne. Bon, si on peut faire des Airbus, on
pourquoi on peut, les ingénieurs du sud-ouest d'Espagne, faire toute la nouvelle technologie maritime à Bordeaux? Pourquoi le port de Bordeaux ne peut pas reprendre toute son activité ancienne, avec une nouvelle façon de faire de transport maritime? Pourquoi pas, comme ça a été déjà décidé lors du comité de travail des Pyrénées, instance où réunit les régions espagnoles, les régions du sud-ouest de l'Aquitaine, faire le centre observatoire de l'environnement des Pyrénées, de lutte contre le changement climatique. Pourquoi pas faire de centres de recherche et d'innovation dans le secteur agroalimentaire? Pourquoi pas faire, comme j'ai vu ce matin, l'école d'hôtellerie de Saint-Méniac-des-Églises, dont on forme à 400 grands futurs hôteliers qui peuvent donner la capacité de gestion et de connaissance et savoir en matière d'hôtellerie et de développement culturel et touristique. Il faut s'asseoir, penser, proposer et agir. Mais les grands pôles de recherche qui sont fondamentaux pour attirer l'attention dans cette mondialisation ne suffit pas. Parce qu'évidemment, il y aura des employés, il y aura de l'emploi autour de Toulouse, d'Airbus, mais ils peuvent venir de tous les coins du monde, et c'est normal. Mais alors la petite et moyenne entreprise, qu'est-ce que fait la petite et moyenne entreprise en sud-ouest? Est-ce qu'elle doit être abandonnée? Elle doit être éliminée? Elle doit être ignorée? La petite et moyenne entreprise est capable, dans des économies d'échelle, à trouver, avec l'appui et le soutien de nouvelles actions économiques et sociales, leur place. Il faut trouver des réseaux, il faut trouver des éléments identificables de leur capacité d'activité qui soient absolument adaptés aux besoins, aux nécessités de l'endroit. Et la petite et moyenne entreprise, dans ce monde complexe, peut, je vous assure, trouver leur place aussi bien dans la région qu'ailleurs, avec leur capacité d'innovation et de technique et de nouvelles technologies. La troisième axe, c'est de signaler que les éléments traditionnels de l'activité économique et sociale doivent se renforcer. C'est ce que j'appelle le triangle culture, tourisme, gastronomie, et qui reste évidemment en Dordogne un peu l'élément fort de l'activité économique. Oui, la culture, la connaissance de l'histoire, visiter Lascaux attire le tourisme. Et le tourisme crée évidemment de la restauration, des hôtels, et tout cela, il faut le faire, mais le monde est compétitif. C'est vrai que les Européens ne peuvent pas se convertir à devenir un musée qui vient nous visiter, comme si on était des objets anciens, rares, perdus. Mais quand même, s'ils viennent, tant mieux. Mais en même temps, on a les plus prestigieux centres de recherche et d'innovation du futur. Le quatrième élément qu'il faudrait évidemment poursuivre, c'est comprendre qu'aujourd'hui on ne peut rien faire sans le contexte international. Croire qu'on peut vivre ici enfermé en Dordogne, qu'on peut vivre ici enfermé en France ou en Espagne, ou être enfermé dans une forteresse Europe, il se trompe. Le monde est global. Une petite entreprise de Dordogne peut avoir des affaires au Golfe, à Doha ou en Afrique subsaharienne. Il faut replacer le sud-ouest et l'Espagne dans la nouvelle dimension internationale. Et l'international passe par mettre en avant les avantages qu'on a. Le sud-ouest, qu'est-ce qu'elle a dans son contexte international? Vous avez une façade atlantique. Oui, l'Atlantique. Est-ce qu'on a développé les rapports de l'autre côté de l'Atlantique? Oui, on a créé l'OTAN, l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, en 1945. Mais qu'est-ce que c'était ce traité? C'est un traité militaire pour la sécurité.
Est-ce qu'on a pensé avoir des relations privilégiées avec l'autre côté de l'Atlantique, en Amérique latine? Est-ce que vous n'avez pas compris que quand cet Airbus d'Air France qui venait de Rio de Janeiro et qui a disparu des radars avant d'arriver à Paris, pendant 1h30, il n'y a pas de tour de contrôle quand il quitte l'espace aérien brésilien et il rentre dans l'espace aérien du Sénégal. Il y a un trou noir. Et dans ce trou noir, l'Air France est tombé. Et on ne savait pas où il était. Est-ce que vous croyez que dans ce siècle qu'on commence, on n'a pas la capacité d'organiser mieux le transport aérien, les communications entre le Brésil et la façade atlantique européenne, espagnole, française? Est-ce qu'on ne peut pas développer des rapports avec le Venezuela, avec le Suriname, avec toute la façade de l'Amérique latine? Est-ce qu'il n'y a pas de rapport? Pourquoi l'APEC, l'association des pays de l'océan, de l'autre côté, entre l'Asie, les États-Unis, du Pacifique, se fait? Il y a des grands rapports, ils se réunissent, et les pays atlantiques, on se réunit seulement pour parler de guerre, mais d'une guerre qui n'existe plus, que c'est l'Union soviétique, ou une guerre qu'on a inventée, que c'est l'Irak, ou une guerre qu'on a dû quitter, que c'est l'Afghanistan. Mais pourquoi pas créer une institution atlantique, où les gens qui vivent et qui ont une façade atlantique peuvent développer? Alors, cet atlantisme peut développer des nouveaux rapports du sud-ouest de l'Espagne avec l'Amérique latine. Mais c'est la partie méditerranéenne, africaine. L'Afrique, c'est le continent du futur. La France a une tradition francophone. Les Français du sud-ouest connaissent l'Afrique subsaharienne. Mais maintenant, il faut arriver en Afrique d'une façon différente. Est-ce que la petite et moyenne entreprise du Sud-Ouest n'est pas capable d'apporter des éléments de développement au niveau local qui est plus désiré maintenant que dans le passé, dans ces pays de l'Afrique? Il faut sortir, il faut découvrir de nouveaux marchés. Et tout cela peut se faire ensemble entre l'Espagne et les pays du Sud-Ouest. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je voulais vous dire. Je conclus, parce que je crois que le mieux se parler et discuter plus tard. Mais je crois que ce que je voulais vous transmettre, c'est un message d'engagement, de volonté politique, de savoir qu'on est dans un tournant de l'histoire, que quand il y a un tournant de l'histoire, il y a des opportunités. S'il y a des opportunités, il faut les saisir. Il faut savoir quelle est la direction que le monde prend. Il faut savoir sa place dans ce monde. Il faut connaître son histoire. Mais on doit connaître aussi sa volonté dans le proche et moyen terme. Et si les gens du Sud-Ouest, l'Espagne, travaillent ensemble, s'ils font, comme je vous dis, ce pari historique de mener ensemble une reconstruction européenne, une volonté de développement de leurs capacités pour mener une nouvelle politique économique et sociale, s'ils sont capables de finalement percer les Pyrénées, d'établir des moyens de communication, s'ils sont capables d'investir dans des centres de recherche innovants, s'ils sont capables de trouver dans la culture, la gastronomie, l'hôtellerie, le sens de l'histoire et de l'accueil, s'ils sont capables finalement de récupérer l'éducation et la culture comme moteur essentiel de leurs défis existentiels, alors on aura gagné le pari. Il y a un ministre d'Affaires étrangères, ex-ministre d'Affaires étrangères du Maroc, mon ami Mohamed Ben Aïssa, qui aime dire dans ses conférences une phrase que j'aime beaucoup. Quand on parle de la globalisation, il dit, mes chers amis, la globalisation tue le voisinage. On préfère
à travers de Twitter, de Facebook, l'Internet, de partir à Singapour ou d'investir dans les fonds chinois, et on oublie qu'à 14 km de chez nous, on peut faire les mêmes affaires ensemble. Récupérons le voisinage, récupérons l'esprit de partenariat, de travailler ensemble. Et alors, comme on dit des Français, il ne faut pas chercher midi à 14 h. Cherchons le voisinage et le travail conjoint. Merci beaucoup. Fait une référence pas tout à fait claire dans mon introduction à cette crise européenne. Évidemment, je remercie de cette question parce que ça va me permettre d'exposer avec plus de clarté ma vision de pourquoi nous sommes dans cette crise politique. On ne parle pas de crise politique, ça c'est le premier défaut. On parle seulement de crise financière et économique. Et on parle d'euro. Mais je veux à nouveau renforcer mon argument que jusqu'à qu'on ne parle pas de crise politique et d'engagement politique pour changer les politiques, si on reste dans le discours, dans l'action, dans l'engagement exclusivement financier, secondant même pas économique, mais disant un peu économique, on ne sortira pas de la crise. Et je vais m'expliquer. L'euro, c'est une monnaie qui établit des critères et qui sert pour garantir la stabilité financière des économies européennes et d'autres. Mais c'est un instrument. L'euro, ce n'est pas une politique. C'est l'expression d'une politique qu'on décide. Évidemment, l'euro va mal si la politique d'austérité, de réduction des dépenses, de manque d'activité économique, de nouveaux investissements de projets d'infrastructures ne sont pas approuvés. Les dernières perspectives financières qui ont été approuvées à Bruxelles, c'est une catastrophe. C'est une hypothèque qui va peser sur le développement économique, politique et social de l'Union européenne. Parce que la seule chose qu'on fait, c'est le pôle de l'emploi, aider à la subvention de chômage, toutes des mesures défensives. Il n'y a pas de mesures de nouveaux investissements, de nouveaux renouements du système économique et financier de l'Union européenne. Évidemment, si cette crise politique n'est pas résolue, j'insiste, on pourra continuer. Ça fait maintenant, depuis 2010, peut-être 2009, que nous traînons les pieds avec cette sensation de gérer la stabilité financière des pays et de réduire la dette, évidemment qui était très élevée, d'ajuster nos budgets avec des mesures et des conceptions anciennes qui sont dépassées. Et la société, les citoyens disent, devant le manque de résultats et le manque de capacité des hommes politiques à gérer la crise, ils disent à quoi ils servent ces hommes politiques. Parce qu'avant, au 19e siècle, même au 20e siècle, on avait besoin des politiques pour expliquer les grands sujets. Maintenant, nos jeunes peuvent rentrer en Internet, ils peuvent avoir toute l'information, ils n'ont pas besoin des gens qui vont filtrer les informations. Ils veulent des hommes politiques pour qu'ils soient garantis que leur politique va être achevée. Et malheureusement, mon cher ami le maire, aujourd'hui, en Europe, on a été tétanisé par cette crise financière et économique et on ne parle que de finance et même pas d'économie. J'aurais accepté qu'on parle d'économie et pas de politique, parce qu'il y aurait quelque chose. Mais parler seulement de finance, c'est la preuve qu'il n'y a pas un projet politique. Et malheureusement,
je le dis avec tout respect, encore, la politique qui est menée par la grande puissance allemande, Mme Merkel, semble être bénéfique pour elle à court terme. Parce qu'à moyen terme, l'Allemagne va se trouver dans les mêmes problèmes si on continue comme nous tous. Et alors, on aura une grande difficulté. La France essaie, avec le président Hollande, de faire face. Et toutes les déclarations en embrasement du président de la République française essaient de dire qu'il faut une politique de croissance. J'aime pas non plus le mot croissance. Les mots sont très pervers. Malheureusement, maintenant, tout le monde parle de croissance. Moi, j'aimerais parler de développement, qui est plus large. Mais maintenant, dans le collectif, même de gauche, socialiste, on parle de croissance, croissance, il faut croître, il faut croître, il faut croître. Donc, il faut se développer d'une façon intégrale. Mais bon, assumons que la croissance est bonne, parce que ça peut permettre un peu mieux le partage. Mais ça ne suffit pas. Et le pauvre président français, il essaie de faire sa bataille face à Mme Merkel, mais elle est tout seul. Il n'est pas accompagné. Et les conseils européens, c'est plus de conseils européens. Moi, j'étais habitué au conseil européen, on arrivait en pied d'égalité. On avait des différends. On savait le poids de l'Allemagne et de la France et de le Royaume-Uni, mais on discutait, on arrivait à un compromis. Maintenant, non, maintenant, Mme Merkel dit c'est comme ça, c'est comme ça. Et s'il dit non, ah non, c'est non. Moi, je quitterai le Conseil. Je laisserai la chaise vide. Parce que Mme Merkel, vos citoyens sont contents, mais pas les miens. Et l'Espagne. Et disons maintenant, nos pauvres amis chypriotes ont les mêmes droits qu'un citoyen de Bavière ou de la Rhénanie-Nord. Parce qu'ils sont le même statut d'Européens que vos citoyens. Ils ne sont pas feignants, comme vous dites. Ils ne sont pas des gens qui gaspillent, des gaspilleurs, c'est faux. Parce qu'ils ont le soleil, ils ont les plages, c'est parce que vous avez le froid et l'hiver dur, que vous croyez que les autres ne travaillent pas. C'est faux, on a perdu l'esprit européen. On a perdu la politique européenne. Pour résumer, l'euro doit rester cet élément constitutionnel. Aucun pays européen peut se permettre maintenant de sortir de l'euro. Aucun pays. D'ailleurs, vous savez quelque chose, monsieur le maire. Pourquoi on a cette crise? Et j'aime pas les théories de la conspiration. Pourquoi l'Europe, qui était à un moment absolument élevé, l'euro était la monnaie forte, le dollar commençait à s'affaiblir. Et d'où il vient la crise financière? C'était les banques espagnoles, ou les banques chypriotes, ou les banques françaises? Non, c'était les banques de l'autre côté de l'Atlantique. Et nous, Européens, on a sauvé le système financier. Heureusement Zapatero, c'est pour ça qu'il a payé, on a perdu les élections. Et les Européens, on a aidé le système financier international dans le système américain, parce qu'on était trop fort. Et on nous a demandé maintenant, attention, vous devez vous remettre à un niveau, à une parité, à un autre échelon de rapport de force, parce que vous deveniez trop puissant. Et nos chefs d'hommes, nos chefs de gouvernement, les chefs d'État, ils n'ont pas compris l'enjeu qui se posait à cet stade. Il ne faut pas avoir un sentiment de défaite, de crise. C'est ça que je crois que ça emmène la situation politique de crise en Europe plus grave. Ce qui est un sentiment de pessimisme collectif. C'est que les chambres d'État, ils arrivent, évidemment, il y a la crise,
Quand vous dites qu'il y a des citoyens qui demandent, qu'ils sont dans des situations très difficiles, plus en Espagne qu'en France, malheureusement. Mais si on ne change pas les politiques, si on continue avec des politiques d'austérité, on ne va pas changer. Et pour cela, il faut une décision politique. Ce n'est pas les marchés qui nous dictent. C'est Mme Merkel qui prend une décision politique. Protégeons-nous, les Allemands. C'est une décision politique, ce n'est pas une décision économique. Elle s'en fout, entre guillemets. Elle veut être réélue. Alors moi je demande à mes chefs d'État et de gouvernement de l'Espagne qui prennent des décisions politiques. Et quand ça ne marche pas, oui, mais monsieur, ça ne marche pas. Non, mais est-ce que vous devez réduire les salaires, vous devez enlever l'éducation, vous devez enlever le système de santé, vous devez privatiser tout ça. Et pourquoi? Ah, parce qu'il n'y a pas d'argent. Comment il n'y a pas d'argent? Jamais il n'y a eu plus d'argent dans le monde qu'aujourd'hui. Les réseaux financiers, tout ce que vous voulez, mais le système fiscal est ancien, ne sert pas. C'est ça la crise. C'est que nos hommes politiques doivent prendre les engagements politiques. Et avec tout mes respects, si on ne le prend pas, les autres ne vont pas nous sortir de la crise. Ils sont contents de voir une Europe faible. Une Europe qui n'a pas de place dans le monde, qui n'est pas un acteur important dans les contextes internationaux. Moi, je suis maintenant au Qatar, personne n'a pris les journaux, l'Europe ne compte plus, seulement la crise. Vous êtes endetté, mais qu'est-ce qu'on est endetté? Mon Dieu, on est endetté. Qu'est-ce que ça fait la dette? La dette, tous les mondes financiers, c'est la confiance. Ils étaient endettés, le pauvre Chypriote qui avait mis son dépôt dans la banque, il n'était pas endetté, mais du jour au lendemain, une décision politique, mauvaise décision politique, l'enlever de toute l'épargne de 30 ans. Il était endetté? Non, il n'était pas endetté. Le système bancaire était endetté. Et comment il était endetté? Par tout le système. Ou est-ce qu'on ne savait pas qu'est-ce qui s'est passé dans la plateforme financière de Chypre? Est-ce que les banques allemandes et les banques britanniques ne profitaient pas de système de dépôt à Chypre? Mais bien sûr qu'ils savaient. Ils avaient la Troïka et les experts financiers qui allaient tous les 4 mois, le Fonds monétaire qui établissait le programme annuel. Alors tout d'un coup, on découvre non, que les Chypriotes c'est du casino de truands. Décision politique et assumer les responsabilités. J'aimerais avoir votre avis sur cet euro qui aujourd'hui est vécu pour un certain nombre de Français, mais au-delà des Français, comme une monnaie qui les dessert plutôt qu'il les sert. De parti. Mais quand on a eu la chute du mur de Berlin, le communisme s'est effondré, c'était un chaos, un désastre, une capacité d'un régime de donner satisfaction aux citoyens. On a dit bravo, vive le néolibéralisme, les marchés, on va résoudre tout. Et bon, les socialistes, les social-démocrates, on a joué comme ça, toujours à la défensive, on va adapter, oui, on n'est pas de gauche, on est de droite, on est de droite, on est libéraux, on a joué comme ça. Bon, c'est normal parce que c'est vrai que le communisme s'est effondré. Mais quand Lehman Brothers s'est effondré, c'est une preuve qu'un monde qui n'a pas de régulation, qui n'a pas un État qui établit des normes et de contrôle, que laisse spéculer sans aucun élément et sans aucune garantie, c'est aussi la fin du système. Mais
la nouvelle social-démocratie européenne n'a pas su répondre. On n'a pas de discours, on n'a pas de capacité. Et chaque fois on disait que c'était notre faute, qu'on a perdu les élections. Il n'y a pas de nouveau discours, une nouvelle narrative social-démocrate en Europe d'aujourd'hui. Mais par contre, le néolibéral sont là. Ils ont perdu, mais ils ont gagné maintenant. Avec toutes les conséquences qu'on assiste. Et le premier sommet du G20, après Lehman Brothers, le président Bush, tout le monde était terrifié, c'était la fin du système. Et la France et les autres pays, tout le monde disait bon, il faut réformer le Fonds monétaire international, il faut réformer la Banque mondiale. Oui. Il y a eu des propositions de réforme du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale. Ça a duré 6 mois. Maintenant, on n'a rien réformé. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Que des pays comme l'Afrique du Sud, le Brésil, la Chine, la Russie décident de créer leur propre banque, le BRICS. Parce que le Fonds monétaire et la Banque mondiale continuent comme si rien s'était passé. Non, monsieur, non. Le monde a changé. Les mondes ne savent pas encore que le jour de rébellion de l'an 2000, le monde a changé un nouveau siècle. Et nous encore, on croit qu'on est au XXe siècle. Et on est au XXIe siècle. Et on doit s'adapter à la nouvelle réalité. Si on ne s'adapte pas d'une façon dialoguée, on fera comme on a fait dans le XXe siècle. Il a fallu 2 guerres mondiales et 45 ans pour établir le nouveau ordre international. Il a fallu attendre jusqu'à 1945 pour créer la Charte de San Francisco et les Nations Unies, établir le système de Bretton Woods. 45 ans. Nous, on a déjà 13 ans avec les tours jumelles et la guerre d'Irak, et l'islamisme radical, et le terrorisme, et tout l'effondrement du système financier international. Mais on dirait que tout va parfaitement. Le Conseil de sécurité, on ne peut pas le changer parce que, évidemment, c'est le Conseil de sécurité des Nations Unies de l'année 45. Mais qu'est-ce que c'est l'année 45, mes chers amis? On n'est pas en l'année 1945, on est en 2013. Et s'il y a une décision à prendre au sein du Conseil de sécurité pour arrêter la violence et la tragédie en Syrie, on ne peut pas parce qu'il y a le droit de veto, il y a un pays qui dit non, parce que le système ne marche pas. Mais on dirait qu'on ne veut pas changer. Alors il faut attendre encore une guerre, une crise, un populisme, pour après arriver à l'évident qu'il faut adapter la réalité aux nouveaux enjeux de ce siècle. Mais la parole aujourd'hui c'est aux citoyens. C'est les citoyens qui doivent faire changer. C'est pour ça qu'on a un système démocratique. Il faut le faire. Il faut participer et demander d'exiger et demander de compte à nos responsables politiques. Et exiger qu'ils agissent selon les aspirations de la société actuelle. Donnez votre analyse, votre vision de la situation. Et je note que vous avez, dans votre exposé brillant, dans votre plaidoyer dynamique pour un rapprochement de l'Espagne et du Sud-Ouest, du Grand Sud-Ouest, vous avez évoqué quelques axes majeurs. Mais, et je pense que vous attendez ces questions, je trouve que vous avez fait l'impasse sur la situation que nous connaissons, les crises. Crise financière, crise économique, crise sociale, puis-je dire crise culturelle. Nos peuples, le vôtre,
France, celui de la France, celui d'autres pays, l'Italie, la Grèce, d'autres encore, voisins et amis portugais, souffrent terriblement. Nous n'avons pas connu, nos pays, le vote comme le nôtre n'ont pas connu pareille crise depuis les dernières guerres. Nous sommes ici des gens qui n'ont pas vécu la guerre, ou s'ils l'ont vécu, ils l'ont vécu parfois par procuration, par ce qu'ont vécu leurs parents, leurs grands-parents. Et aujourd'hui, on constate quand même, moi ça m'inquiète, ça me préoccupe, un repli sur soi-même. Un sentiment de protection, contrairement à ce que vous souhaitez, un sentiment d'ouverture.